Muriel, peut-être démarrer avec vous, directrice générale de Docapos, avec cette thématique là pendant cette demi-heure. Les IRT font bouger les lignes et proposent une nouvelle vision. Et on va le voir très clairement avec chaque témoignage qui suit. Donc Muriel Barney ou French IoT, le volet startup, on sait que c'est crucial pour votre maison mère, le groupe La Poste, et pour Docapos en particulier. Vous êtes donc partenaire de Systemix qui nous accueille ce matin. L'IoT, est-ce qu'on peut dire trivialement, c'est un accélérateur majeur pour vous? Pour nous, La Poste et Groupe La Poste et Docapos, et c'est, je pense, un accélérateur majeur pour l'industrie. Je pense que ce qu'il faut mesurer du monde digital ou de ce que nous aura appris le monde digital à date, c'est le nerf de la guerre, c'est la relation avec l'utilisateur final, ce qu'on va appeler le end-user, le consumer, peu importe le nom qu'on lui donne, en gros les gens, nous. Et l'IoT est, de mon point de vue, le chaînon manquant et le maillon essentiel de cette mise en relation entre des industriels qui peuvent être des intermédiaires par moult process et chaînes de valeur avec le end-user. Pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse dans l'univers postal? Parce qu'on pense aussi, nous, qu'au bout de cette IoT, on va mettre du service des gens. On rêve d'un monde qui ne soit pas totalement désincarné et robotisé, et où on pense que ces technologies vont nous permettre de rendre nos services, et nos opérateurs de services, encore plus puissants, encore plus efficaces. Évidemment, je pense à tout ce qui fait aujourd'hui le boulot des facteurs, et tout ce qui va nous servir à monétiser et à rendre et à donner de la valeur aux services facteurs dans l'univers de demain, celui du vieillissement, celui des maisons connectées, et bien sûr, celui de la sécurité des données. Et nous avons découvert un peu, vous savez, je ne sais pas comment vous vivez ces recherches, mais parfois on trouve des choses qu'on n'attendait pas. Et nous avons découvert que dans cet univers de la dématérialisation et des données, les valeurs, les fondamentaux du monde postal autour de la confidentialité, autour de la sécurité, autour de la mise en capacité des gens, l'empowerment des gens dans la gestion de leur vie, étaient des valeurs qui prenaient énormément de sens dans l'univers digital, justement dans cette optique de les données que je gère, des données que je maîtrise, des données dont je décide l'accès. Évidemment, c'est extrêmement important dans les univers de la maison connectée ou des objets qu'on va porter sur nous plus tard, ou même déjà maintenant, et qui vont beaucoup parler de nous. Votre collaboration, Muriel, avec Systemix, en parle? Oui, c'est on va dire un attelage un peu étonnant, mais qui est aussi pour moi très à l'image du monde digital. Je pense que vous le savez aussi, dans ces univers-là, la percée ne vient pas seulement de sujets technologiques, elle vient du monde de l'usage. C'est parfois injuste d'en parler peut-être aussi directement aux sciences dures, mais néanmoins le monde de l'usage est devenu énorme. Vous pouvez avoir un très beau produit. Si ce produit il ne résout pas une douleur, ce qu'on appelle pain point, dans le langage un peu branché, si ce produit ne trouve pas à quoi il va servir, vous avez le bracelet Fitbit qui reste au bout de 6 mois ou de 6 semaines parce que dans le tiroir, parce que ce qu'on en attend, en fait, c'est du service. Et donc, pour nous, ce qui était intéressant dans ce que l'on fait avec l'IRT, c'est justement cette pluridisciplinarité où on va croiser un industriel, en l'espèce un industriel de l'automobile, avec un spécialiste plutôt de sciences molles, pardonnez-moi de le dire comme ça, s'ils sont dans la salle, c'est pas du tout péjoratif, en tout cas vu de moi, ceux du comportement. Et cette pluridisciplinarité va nous aider à travailler le comportement du chauffeur, la protection des données, l'éthique autour des données, dans un univers que l'on explore complètement, aussi bien dans ses attributs technologiques que dans son usage comportemental. Donc c'est un attelage un peu étonnant, mais qui pour nous va très bien et nous rassure dans un monde où on ne sait pas encore ce qu'on va trouver, mais où on sait que cette pluridisciplinarité va emporter quelque chose d'assez majeur pour le monde de demain. Éric Papon, je reviens à vous sur l'Université de Bordeaux, dont vous êtes le vice-président délégué à l'innovation. Votre regard là, sur l'innovation, justement, et sur l'écosystème qui inclut maintenant les IRT, ce n'est pas forcément votre échelle TRL. Comment vous vivez ça? Alors, première chose, donc, je suis un universitaire dans l'offensive, donc, et pas dans les défensives, donc en essayant aussi
d'intégrer l'université dans cet écosystème, justement. Donc, la question du niveau d'échelle de TRL, bien connu aujourd'hui, et le positionnement de l'université. Donc, forcément, l'université, elle doit s'inscrire dans ses missions de faire progresser les savoirs les plus fondamentaux, mais néanmoins, elle doit aussi s'inscrire dans les systèmes de l'innovation, et donc dans cet écosystème. Donc, par un bon positionnement, donc savoir qui on est, qu'est-ce que l'on fait, qu'est-ce qu'on apporte à la société, et donc et travailler avec justement tous ces outils qui ont été ou ces structures qui ont été créées. Donc sur le site de l'université de Bordeaux, donc Citidex, un IRT, un ITE, un IHU, et donc une réflexion du positionnement de l'université vis-à-vis de ces structures. Donc la nécessité de réfléchir à ce positionnement, donc de voir comment on intègre les demandes du monde industriel dans notre stratégie. Et donc, c'est ce positionnement donc aujourd'hui qui est un élément essentiel pour dire, voilà, je suis capable de travailler avec le monde industriel. Donc ça, on le fait de manière... C'est pas nouveau, donc le B2B se fait et continue à se faire. En revanche, dans le cas de l'IRT, il y a du partenariat multipartenarial, c'est-à-dire plusieurs industriels sont autour de la table, réfléchissent ensemble, et donc là, on essaye de co-construire des projets où on les co-construit, le mot essayer, on y arrive, on construit des projets ensemble, et donc et je pense que c'est cette notion aussi de créer, d'avoir une stratégie commune, ça c'est quelque chose aussi qui est très important et qui est aujourd'hui au niveau des IRT. Donc le B2B existe toujours, souvent sur des échelles de TRL plus basses, hein, donc avec souvent les mêmes industriels qui sont dans l'IRT, hein, donc moi je parle plutôt pour Saint-Exupéry. Et c'est vrai que ces industriels continuent à travailler en B2B avec nous, mais il y a des projets collaboratifs avec des ampleurs différentes, des objectifs différents et des niveaux de maturité qui peuvent être différents, plutôt 3 à 5 dans le cas de l'IRT et en B2B plus faible. Et ce sujet de l'accélération, de la vitesse qu'évoquait Thierry Mondon, qui a dû nous quitter parce qu'il avait d'autres engagements ce matin, comment vous l'assumez, comment vous le gérez, ça, cette vitesse, cette accélération? Alors bon, c'est peut-être, oui, on ne peut pas dire que ce n'est pas compliqué de gérer cette accélération, puisque finalement, la mise en place de toutes ces structures est aussi... Il y a un intérêt, forcément, ça nous oblige à réfléchir sur notre positionnement et à réfléchir à de nouvelles façons de collaborer. Donc moi, c'est mon métier de tous les jours de voir comment on articule finalement l'université avec toutes les structures qui sont autour de nous. Mais en effet, je pense que là, aujourd'hui, on se doit de répondre à ces demandes de nouvelle organisation, donc par de la réactivité. Donc là aussi, on travaille aussi avec nos partenaires au sein des IRT pour faciliter la contractualisation, rediscuter des règles de propriété intellectuelle. Et là, je trouve qu'on avance vraiment très bien en ce moment. Et donc, et cette confiance, elle est établie et elle continue de s'établir. Emmanuelle Garnaud-Gamache avec nous ce matin aussi, donc pour BICOM, dont vous êtes la directrice développement international. Emmanuelle, est-ce qu'on peut parler de ce projet-là? On va être très concret, prendre un exemple d'événements disruptifs dont vous êtes à l'origine, et vous avez cassé quasiment tous les codes de l'event. On a tenté de le faire. Thierry Mondon rappelait à quel point, en introduction de cette journée, l'international et le rayonnement international sont importants pour les IRT. Ça fait partie de notre mission. Et c'est vrai que chez BICOM et dans plein d'autres IRT, on prend cette mission très à cœur. Et DIVE, donc, est un événement, DIVE Event, est né de cette volonté de porter le rayonnement un peu plus loin. Et puis, littéralement le plongeon. Le plongeon, plonger et puis s'immerger aussi. S'immerger dans un concept qui était l'innovation expérientielle. Donc là, je rejoins complètement Muriel sur le volet. Et oui, l'innovation, ce n'est surtout pas que de la technologie. C'est très souvent beaucoup des usages et ça doit partir de l'humain. C'est d'ailleurs une des conclusions de cette journée. Mais en fait, pour revenir à votre question, on a réellement tenté, et je pense que c'est dans la mission des IRT de le faire, et les IRT là-dessus sont un outil de créativité énorme puisqu'on a une grande liberté. Et j'allais dire, on a
l'impérieuse mission aussi d'essayer des choses. Et je crois que le plus important derrière cette expérience qui était Dive Even, qui a eu lieu en juillet donc à Rennes pour la première fois, c'était d'abord de tenter de casser tous les codes. Et on s'est dit, en effet, on est un IRT, on fait normalement de la R&D. Alors, je ne suis moi-même pas chercheuse, ni scientifique, mais on s'est dit, on va s'appliquer, et on le fait chez Bicom régulièrement. L'innovation, c'est innover partout. Ça n'est pas qu'innover dans nos secteurs technologiques respectifs, c'est aussi innover dans notre marketing, dans notre manière de nous positionner. Et donc, même si ça débouche sur rien, il faut tester, il faut... Eh bien, voilà. Effectivement, et je me souviens très bien de la présentation de Dive, la toute première, au conseil d'administration de Bicom, et où je leur ai dit, écoutez, nous allons tenter quelque chose, et je serai franche avec vous, nous avons éventuellement une chance sur deux de nous planter. Mais si nous ne faisons pas ça, qui le fera? Et donc, on a essayé d'appliquer de la R&D, les principes de la R&D à de l'événementiel, à de la conception événementielle. Et donc, on a cassé, en effet, depuis le marketing jusqu'à l'expérience de l'événement lui-même, l'expérience proposée aux gens qui venaient à Dive, on a essayé de casser tous les codes. On l'a cassé par exemple... Bon, très concrètement, là, sur quoi vous avez innové, faut nous alors, raconter, on a conçu un parcours immersif. En effet, Dive, c'était aussi pour le plongeon, accepter de se jeter à l'eau. Et les gens qui sont venus à Dive sont venus du monde entier. Nous avons réuni, pour cette première édition, plus de 50% de participants étrangers qui sont venus tous pratiquement sans connaître ce qu'était Bicom, ce qu'était Dive. Ils ont accepté de faire le saut. Sur une proposition qui était effectivement un peu mystérieuse, un parcours de 18 heures, de 8 heures du matin jusqu'à 2 heures du matin, multisensoriel, avec seul fil rouge, innover dans l'expérience qu'on propose aux gens. Et on a innové sur le pricing, par exemple. Je crois qu'on est le seul événement au monde qui a une politique tarifaire qui est liée au nombre de kilomètres que vous faites pour venir jusqu'à nous. On s'est dit comment on fait pour cibler des gens à travers le monde qui sont plus des personnalités. Notre ciblage, c'était des esprits curieux. L'idée était de réunir des gens qui venaient de tout secteur d'activité, surtout pas trop communautaristes ou trop verticaux. Au contraire, de mélanger une centaine de personnes venant de tous horizons, tous continents et surtout toutes disciplines. Encore une fois, la multidisciplinarité. Donc plus il y avait de miles et moins je payais, c'est ça? Eh bien, exactement. Si vous faisiez plus de 1500 km cette année, c'était gratuit pour venir chez Dive parce qu'on considérait qu'il fallait faire... les gens qui venaient de très loin faisaient un effort et donc il fallait que la politique tarifaire les récompense un peu pour ça. Donc celui qui venait de Fougères payait très cher et celui qui venait de Hong Kong ou San Francisco, gratos. Les Bretons étaient totalement défavorisés par ce pricing, mais l'idée était de brasser justement. Et cette rencontre a eu lieu. On a été 80 divers dans la journée et dans la soirée qui s'ouvrait, qui se terminait, on avait des partenariats très forts. 80, donc plutôt quelque chose d'intime, de resserré, d'intime. Là aussi, on a cassé assumé, les codes. La mode en innovation, c'est les grandes messes à plus de 10 000 personnes, avec des événements qui grandissent très très vite. On a essayé d'inventer là aussi une forme de business model qui est encore en cours de construction, je ne vous le cache pas. On essaie de se projeter à 2020 et c'est pas simple sur un modèle comme celui-là. Mais l'idée était justement, faisons l'inverse, essayons de créer quelque chose d'intime, ramenons ça à une dimension humaine aussi, et faisons que la rencontre soit riche sur 18 heures. Et donc les gens sont arrivés à 8 heures le matin. L'expérience culinaire était très forte aussi, c'est-à-dire qu'on a fait un partenariat avec une plateforme d'ingénierie culinaire, et oui, ça existe en France, c'est formidable, et ça s'appelle le Centre culinaire contemporain, et toute la journée, le culinaire était là aussi pour stimuler les rencontres, la créativité, et donc on commençait au petit déjeuner avec des huîtres et du vin blanc. Voilà, donc ça a placé la journée. Et on terminait la journée pour l'anecdote, parce qu'on va essayer d'être. Il n'y avait pas d'huîtres et de vin blanc à Vivatech. Hein. Je vous confirme, c'était très différent. Et donc, on terminait la journée avec un mélange roquefort et chocolat pétillant. Voilà. Non, en fait, cela dit, des indicateurs très, très tangibles aussi, des retombées intéressantes dès la première année. Et là, je vais revenir quand même à la mission des IRT. Un rayonnement pour Bicom qui a été totalement boosté. On a eu plus de 50% des retombées presse qui sont de l'étranger. On avait 4 journalistes qui ont joué l'aventure avec nous et qui ont plongé avec nous pour cette journée-là, qui étaient présents. On a eu des retombées dans Forbes. Et je pense donc que vous avez gagné votre pari alors? On a commencé à gagner le pari. Oui. Et cette prise de risque, encore une fois, n'aurait pas été possible, je pense, en dehors d'un écosystème fort comme celui de l'IRT. Muriel, vous ne voulez pas qu'elle vous organise un event là, pour on va en faire un ensemble. Si, moi je marche. Oui. Huître ou pas huître, je m'en fous. Oui, l'année prochaine, on ne fera pas huître. Mais non, l'idée, encore une fois, à retenir, créativité, ce matin, ce qu'on illustre, c'est la volonté de tenter des choses nouvelles. Et je pense que ça vaut pour tous les exemples autour de la table ce matin. Voilà, on a poussé l'enveloppe un petit peu un peu loin. Et encore une fois, espace de liberté, espace de créativité, c'est un outil formidable. Et d'avoir un écosystème, encore une fois, qui nous tient et qui dit, allez, let's go, on le tente.
Et on verra où ça nous amène. Je pense que c'est une richesse incroyable. Alors, pour conclure peut-être et boucler sur ce que Muriel évoquait en intro aussi, voilà les grandes conclusions de cette journée qui étaient donc autour de l'innovation d'expérience, et on avait des speakers qui venaient du monde entier nous parler de ça. Là aussi, on avait pris le contre-pied. Aucune star chez Dive. Que des gens, que des nouveaux visages de l'innovation pris un peu partout, glanés. C'était un vrai casting. Et la moralité de cette journée, c'est Technology is an enabler. Et les 3 mots-clés étaient Human, Design, Technology, l'ordre ayant une importance. L'humain d'abord, le design ensuite, et la technologie comme facilitateur, comme créateur. Et ce casting, comme vous dites, vous l'avez fait comment? Vous avez lancé des invitations, des bouteilles à la mer, c'est par les réseaux sociaux, par... Eh bien, un peu de tout ça. Des réseaux sociaux, là encore, contre-pied technologique aux réseaux sociaux, le bouche à oreille, l'humain, les réseaux personnels de chacun d'entre nous dans l'environnement. On a la chance chez Bicom, mais comme dans tous les IRT, je pense, de venir d'horizons très divers, très variés. C'est une richesse, ça aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, à Dive, il y avait très peu de chercheurs. Mais par contre, on avait quelques chercheurs de Bicom qui avaient le privilège de participer à cette journée-là. Et ils en sont ressortis d'ailleurs avec une petite phrase qui m'a marqué. Ils nous ont tous dit « ça change de la techno ». Et c'est bien et ça nous ouvre. En fait, je retiendrai l'ouverture aussi. On parle de créativité, mais je crois que l'ouverture est essentielle. On est vraiment là. On cherchait le casting, Sébastien. En fait, la base du casting de Dive, c'était « nous cherchons des esprits curieux et ouverts ». Prêt à tenter et plonger avec nous. Merci pour témoigner Muriel. et abonder dans le sens d'Emmanuel, la légitimité, la recevabilité de nos approches et de nos propositions de valeur à l'international, elles font totalement sens. Je ne sais pas s'il y a encore des gens complexés autour de nous sur ces sujets-là, mais il faut l'être absolument pas. Nous, on a été très complexés, on va le dire, du côté univers La Poste. La première fois qu'on est allé au CES à Vegas, c'était sur la pointe des pieds. Oui, c'est l'anti-dive, là. Il y a 250 000 personnes, toute la ville est mobilisée. Exactement, pendant 3 jours exactement, à c'est Vegas. un salon, voilà, exactement. Ouais. Et on était très étonnés du succès de la proposition de valeur que l'on avait autour justement d'une gestion éthique des données et d'une préservation de la privacy. C'est quelque chose qui est un vrai sujet, y compris de l'autre côté de l'Atlantique, et où les solutions et les postulats, y compris les revendications qu'on peut avoir en la matière, font totalement écho. Soyons très à l'aise pour reprendre le lead de ce genre de dispositif, même si c'est le pays des GAFA, ou en tout cas, on va dire, l'origine des GAFA. Les mêmes questions se posent et la même appétence pour trouver des solutions existe. Et aujourd'hui, La Poste a peut-être un des plus gros stands du CES. Alors, Ford ne vient plus au Mondial de l'Auto à Paris, mais La Poste va maintenant tous les ans au CES. On en dit un petit mot de French IoT et de cette passerelle-là entre... Oui, parmi les éléments qu'on a évidemment mesurés très vite, pour accélérer, pour aller vite, il nous fallait nous accoster avec des acteurs qui ne viennent pas de nos mondes, notamment des startups qui imaginent des objets, qui imaginent de la techno, notamment de l'intelligence artificielle par exemple, et qui nous bousculent, nous, dans nos certitudes, qui nous obligent à accélérer. C'est un gros sujet, ce sujet du temps et de la gestion des temps. Parfois, dans la recherche, on est sur un temps long, et puis sur le marché, on est sur un temps court. Et donc, il faut trouver les moyens d'articuler ça. Et nous avons lancé, il y a 2 ans, French IoT by La Poste. Le by La Poste, finalement, a presque disparu. Maintenant, on parle de French IoT. En proposant à des startups de les primer, de les identifier, de les primer, et pour les 15 meilleures d'entre elles, de les emmener à Vegas avec nous sur le stand, de manière à les exposer à la fois au marché, aux investisseurs, aux développeurs divers et variés. Et ça marche incroyablement bien. D'abord, il y a beaucoup de startups. Ensuite, très valables. Ensuite, les 15 que l'on expose s'avèrent totalement résister, être capables d'être légitimes sur le marché, y compris à l'international. Et en fait, on développe avec elles ensuite des solutions. Cette année, avec des partenariats de grands donneurs d'ordre, on va dire de l'univers du commerce, de l'univers de l'industrie, de l'univers des services, qui les parrainent de manière à les pousser. Et certaines d'entre elles sont potentiellement de très belles boîtes, très très prometteuses. Si un jour vous voulez investir, n'hésitez pas. Et entre System X là, et French IoT,
là encore, Il se passerelle. trouve qu'on en a même certaines que nous avons co-primées ou qui ont été primées par System-X et on les a insérées dans notre programme. Vous le verrez avec 2 d'entre elles très prochainement. Stéphane Caro, autre exemple concret avec vous. Donc vous êtes chercheur, chargé de recherche au CNRS depuis près de 10 ans maintenant. Stéphane, vous avez un micro? Ouais, super. Donc vous travaillez sur une solution robotisée, précisément les robots parallèles à câble. Dit comme ça ne parle pas à tout le monde, mais en fait, on connaît tous. Oui, c'est en fait le concept de robot parallèle à câble, c'est très simple. On a pu l'apercevoir tout à l'heure dans la vidéo qui a été diffusée sur la présentation des IRT. Donc on en a développé un à l'IRT Jules Verne, même 2 à présent. Un troisième est en cours de développement. En fait, c'est très simple. C'est une plateforme, un robot parallèle à câble est composé d'une plateforme mobile reliée à la base, bâtie par l'intermédiaire de câbles sur lesquels on vient tirer pour contrôler aussi bien les positions que les orientations de l'effecteur, de l'organe terminal, c'est-à-dire la plateforme. Donc voilà, le concept est très simple. Maintenant, d'un point de vue recherche, aussi bien. Mais on en trouve aujourd'hui dans les à Roland Garros. Aujourd'hui, effectivement, on en trouve notamment sur certains terrains de foot ou même à Roland Garros pour filmer des événements sportifs. Donc, ce type de robot est utilisé notamment dans ces cas précis pour déplacer et orienter une caméra. Voilà, donc c'est très intéressant parce que avec ce type de robot, on peut couvrir de très très grands espaces. Et vous êtes dit, il y a une application industrielle, on ne peut pas s'arrêter là à l'entertainment, à la télé, il faut mettre ces robots dans les usines. Voilà, exactement. Donc on est parti au début, grâce à l'IRT Jules Verne, notamment lors de l'écriture de la feuille de route, nous sommes arrivés avec cette idée. Donc j'avais proposé cette idée de développer ces robots parallèles à câble dans un milieu industriel, dans un contexte industriel. Donc au début, ça ne parlait pas forcément aux membres de l'IRT Jules Verne, mais petit à petit, l'idée a fait son chemin. Et aujourd'hui, le but on a des partenaires industriels qui sont très intéressés, notamment STX, Airbus et DSNS en l'occurrence, pour intégrer ce type de robots dans leur entreprise, sur leur site de production. Donc il y a encore beaucoup de travaux à faire, bien évidemment, avant d'avoir des robots qui soient fiables dans ces entreprises, mais on y travaille. C'est du contrôle, c'est de la prise de mesure, c'est quoi là? Racontez-nous. En termes d'application? Oui. Alors, il y a différentes applications, donc là c'est pareil, on ne s'attache pas à une application précise, mais là on est là effectivement ici pour parler de créativité. Le concept est très simple, mais en termes de créativité, il y a encore beaucoup à faire pour intégrer ces robots, notamment pour des applications de prise et de dépose de pièces de grandes dimensions et massives. Donc, contrairement aux robots qui portent une caméra, ici, je prends l'exemple de STX, l'une des applications, c'est de soulever des charges qui vont de 35 voire à 500 kg et des pièces qui sont de très grandes dimensions, massives, et les déplacer de manière précise tout en contrôlant leur position et orientation. Donc prise de dépose, faire de la mesure, faire de l'inspection, on peut imaginer toutes sortes de choses. Notamment, on peut également imaginer ce type de système dans une zone d'assemblage robotisé de pièces de grande dimension, notamment un système qui peut utiliser un tel système pour faire de la mesure, bien que le moyen ne soit pas très précis. Si on a un système de mesure qui, lui, est très précis, on peut très bien l'embarquer et venir utiliser le concept de robot parallèle à câble dans un process d'assemblage automatisé. Donc là, aujourd'hui, c'est testé, vous dites, à Nantes, chez Airbus, STX, DCNS. Déjà, en fait, à l'IRT Jules Verne, on a déjà fait un premier prototype qui a la spécificité d'être reconfigurable, qui nous permet de valider de faire différentes preuves de concept. C'est ça le but de ce premier proto. Et donc là, on est vraiment au TRL, on va dire 2 à 3 à 5. 2 à 4, c'est toujours difficile de définir les limites. Et dans un projet, il y a un nouveau projet qui est nommé Rocket qui vient de démarrer, où là, vraiment, on monte en TRL. Et là, c'est vraiment le challenge, vraiment d'intégrer un tel robot dans l'entreprise STX. Eric Papon, Saint-Exupéry, ça peut vous intéresser aussi, là, forcément, l'aéronautique? Même si on est à Nantes, c'est pas... Le cœur de Saint-Exupéry aussi, l'aéronautique, les systèmes embarqués, les matériaux. Donc forcément, il y a des recouvrements et des synergies avec bien sûr les IRT qui sont
sont dans ce domaine-là. Moi, ce que je voulais peut-être ajouter, c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que la question de la stratégie commune, de développement des stratégies, je pense que ça, c'est quelque chose qui est au cœur du développement des IRT, c'est-à-dire les mots qui ont été évoqués tout à l'heure de co-construction, de confiance des partenaires. Aujourd'hui, c'est vrai que les exemples que vous évoquez, on arrive à co-construire des projets, et ça, c'est quelque chose qui est absolument essentiel, de partager, de comprendre des feuilles de route industrielles, que les universitaires les analysent, les intègrent aussi dans leur stratégie de recherche. Donc, ne pas oublier que l'universitaire fait de la recherche fondamentale, mais que cette recherche fondamentale, elle peut déboucher sur des applications, et la maison commune IRT est un formidable réceptacle pour, je dirais, tous ces chercheurs qui puissent finalement adresser des TRL plus élevés et donc valoriser leur recherche. Alors, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un effort, je pense, à faire au niveau de l'université. C'est à la fois son positionnement, le positionnement le plus juste de l'université dans cet écosystème, donc avec tous ces outils, donc qui ont des niveaux de maturité plus élevés. Il y a des outils comme les SAT qui vont être aussi amenés à travailler sur les niveaux de maturité plus élevés. On a l'incubation. Voilà. Et donc, finalement, l'université, elle doit, par, je dirais, son positionnement, pouvoir travailler avec toutes ces structures, garder ses missions principales, tout en s'intégrant dans ces nouvelles missions, ou intégrant ces missions d'innovation et pour aller sur des niveaux de TRL plus élevés sur les marchés. Bien sûr, l'université ne va pas mettre au point des produits et les vendre, mais néanmoins, elle doit participer à cette dynamique. Merci Eric. Emmanuel, peut-être pour terminer avec vous, est-ce qu'il y aura un Dive 2017 alors? Mais Deuxième bien sûr. édition. On y travaille déjà. Ouais. Je dis bien sûr, mais non, le pari n'était pas gagné. On a tiré les bilans. On est en train de travailler en effet les postulats de l'année suivante, puisque cette année, la surprise et le mystère faisaient partie du concept. Alors, comment allons-nous garder ça? Il y a des Vous choses repartez d'une feuille blanche là, ou... On repart pas tout à fait d'une feuille blanche. Et puis, Ouais. et puis les premiers aventuriers de la première épopée 2016 nous ont donné quand même pas mal d'indications sur ce qui faisait de Dive quelque chose d'unique dans le paysage, et donc ce qu'il fallait garder. Mais évidemment, il y a toujours des axes d'amélioration et des choses qu'on peut renouveler. De toute façon, je vous l'ai dit en introduction, innover tout le temps, c'est à la limite notre seule et grande mission. Donc effectivement, ne jamais reproduire tout à fait à l'identique. Donc oui, Avec on quel travaille. thème alors? L'été prochain. Et on va dévoiler d'ici 2-3 semaines la date. Je vous invite à regarder ça sur diveevent.com. Le site web, tout simplement, on va l'annoncer. On va garder ce fil rouge d'innovation au service de l'expérience utilisateur, celle qui place n'importe quelle innovation, qui place l'utilisateur au centre. Il y a toujours beaucoup de technologies dans les exemples qu'on a pu traiter cette année, mais il n'y a pas que ça. Et la rencontre de ces gens de profils de tous univers, on rejoint là un petit peu le melting pot évoqué aussi par Muriel, s'est avéré trop riche pour qu'on abandonne ça en cours de route. Donc on va rester en tout cas un laboratoire de l'événementiel, ça je vous le promets. Merci à tous les quatre. Merci. D'avoir donc témoigné dans cette table ronde.